Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal, je co-anime avec M. Guy Barrette. Bonjour Mario, hey, bonne année! Bonne année à toi aussi, bien surtout, bonne année à nos auditeurs. Ah oui, merci de nous suivre si fidèlement. Oui, je suis toujours surpris. Je suis toujours surpris de voir qu'on a des milliers de downloads année après année. En tout cas, c'est une belle aventure. Ouais, faut croire que nos niaiseries intéressent pas mal de monde. En tout cas, on remercie, moi je ne dirai jamais assez, merci de nous écouter et de nous trouver intéressants. Mais en tout cas, nous, on vous souhaite une bonne année 2010 de programmation, des beaux projets, parce que... Ah oui, il y a plein de choses intéressantes. Hein. On a Visual Studio 2010, le Framework 4 qui sort cette année, les outils d'ALM dans Visual Studio. Il y a plein de choses intéressantes là, qu'on va pouvoir discuter là, cette année. Donc moi, essentiellement, je souhaiterais deux choses à nos auditeurs. Surtout ceux qui sont en entreprise, là, que votre entreprise migre à Windows 7 pour avoir les bénéfices d'un bon système d'exploitation, là, surtout si vous êtes sur XP ou en tout cas, la migration est plus XP vers Windows 7. Puis deuxièmement, que vous soyez capable de commencer à faire du développement avec Visual Studio 2010 le plus rapidement possible, vous n'ayez pas à attendre 2011. Donc, si ça arrive, vous pourrez vous considérer chanceux. Absolument. Tu étais occupé durant le temps des fêtes? Oui, tu sais que, j'ai toujours un de mes gros clients, c'est la Caisse dépôt et de placement, puis ça me tient assez occupé. Mais là, dans le temps des fêtes, j'ai pu faire un blitz d'écriture parce que ça fait quoi? 2 ans et demi là, que mon aventure Test-Driven Architecture a débuté, puis que j'essaie de synthétiser toutes mes idées. J'ai travaillé fort l'année passée pour montrer des workshops, puis faire le code source pour exprimer mes idées. Là, cette année, je travaille fort sur la rédaction, amener tous ces contenus-là en forme lisible et compréhensible. Donc là, j'ai fait un blitz de rédaction dans le temps des fêtes, 3-4 heures par jour pour écrire un premier chapitre là, du fameux livre sur Test-Driven Architecture qui va arriver un jour, ça je peux rien promettre, mais le premier chapitre au moins est écrit. Donc là, le fameux texte, qu'est-ce que le Test-Driven Architecture en moins de 10 pages est écrit. Donc c'est déjà un bon début. L'introduction est faite, c'est bon. Moi, j'avais des livrables dans le temps des fêtes. C'est l'enfer, avoir des livrables dans le temps des fêtes. Je veux plus vivre ça! En tout cas, c'est chose du passé. Moi, je regarde devant moi, là, présentement. Là, donc, recherche d'un mandat intéressant là, au niveau d'architecture en .NET. Oui, c'est pas ça qui manque habituellement. Donc, Guy... aujourd'hui, on est dans ma voiture. Dans notre studio mobile, Mario, dans notre studio mobile. C'est qu'on n'a pas un invité, c'est qu'on va présenter une émission que tu as enregistrée lors du dernier PDC. Oui, à Los Angeles. Donc, moi, on sait que j'ai manqué le PDC parce que j'étais malade, j'avais la belle grippe. La H1N1 qui m'a retenu, m'a empêché de me déplacer. Mais toi, tu as eu la chance de pouvoir t'asseoir avec Étienne Tremblay et Guillaume Bellemare pour discuter... du nouveau Visual Studio 2010, mais surtout les fonctionnalités pour le Application Lifecycle Management, le ALM pour ne pas le nommer. Mais en fait, les fonctionnalités qu'on retrouve dans Visual Studio Team System et Team Foundation Server, donc la version 2008-2005. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les nouveautés. Qu'est-ce qu'il y a dans 2010? Puis une des nouveautés, c'est que le nom Team System disparaît. On va laisser nos amis Guillaume et Étienne en parler de ça. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle cette émission-là Team System est mort, vive Visual Studio ALM, parce que c'est vraiment le produit continue d'exister, c'est juste que la marque de commerce est modifiée. Absolument. Écoute, sans plus tarder, écoutons Étienne et Guillaume. Nous sommes à Los Angeles. La conférence PDC vient de se terminer. Je suis en compagnie de Guillaume Bellemare et de Étienne Tremblay. Salut les gars.
Salut Guy. Salut Guy. Ça va bien? Ça va très bien. Un peu Ça va fatigué? bien. La semaine a été dure ou La semaine a été intense. intense? Oui, pas mal intense. Oui, il y a eu beaucoup de choses cette semaine, effectivement. Je suis en compagnie de deux experts Team System. Donc, vous connaissez le produit de A à Z. Nous allons parler aujourd'hui de la version 2010. Qu'est-ce qui s'en vient? Peut-être introduire Guillaume. On a déjà fait un podcast ensemble. Il y a quoi? Il y a à peu près un an? Oui, c'était en 2008. Ouais, on a parlé des systèmes de travail, si je me souviens bien. C'est bien ça, oui. Et depuis ce temps-là, il y a eu de la nouveauté de ton côté. Et oui, effectivement, parce que maintenant j'ai rejoint Wigwam, donc qui est une société basée à Lille. Et moi, je suis directeur du bureau à Paris. Mhm. Et donc, je vais développer un petit peu toutes les affaires de Wigwam là-bas à Paris. Donc, si pour les habitués du podcast, on a déjà eu un podcast avec Redo, Grégory, Renard, qui est un des patrons de Qui est le cette société-là. CTO et fondateur de Wigwam, effectivement. Mhm. OK, donc voilà, je travaille avec lui. donc je c'est suis tout nouveau ici, maintenant voilà. à Paris. Exactement. Et Ok. puis on commence doucement et puis on espère pouvoir se développer là-bas. Et puis on va rester sur des sujets autour de Microsoft, de l'Azure, du Team System, de l'architecture, du .NET, etc. Donc, directeur du bureau parisien, ça veut dire que tu toucheras plus à la technologie, là? Pas du tout, du tout. Ah non. Si bien sûr, je continue moi à être toujours chez les clients, à développer encore. Donc moi, je vais surtout me concentrer sur deux sujets. C'est le cloud computing avec Mhm. Windows Azure. Et je vais aussi me concentrer sur mon sujet de prédilection, qui est l'ALM avec Team System. Mhm. Et toi, Étienne, rien qui a changé dernièrement, là? Toujours chez Fujitsu DMR? Toujours chez Fujitsu DMR, même depuis le dernier podcast qu'on a fait sur les branches il n'y a pas très longtemps. Je pense que je suis rendu à quoi, le 6 ou 7 avec vous autres? Là? Ah, Ça t'es le fait- champion. Je suis le regarde, champion. J'aime ça être le champion. C'est bon. C'est quand on a un trou au niveau des sujets, on dit, ah, tiens, on va On va demander à on va Étienne, demander à puis Étienne. sûrement qu'il va pouvoir venir nous parler de quelque chose avec Team System. Et c'est, Là, ça tombe bien parce que on n'a pas fait de podcast ensemble avec mon ami Guillaume depuis. En fait, je pense qu'on en a jamais fait Ouais, un non. ensemble. Ouais, c'est une grande première là. Et ouais, et puis Guillaume et moi, on s'est rencontrés à Imagine Cup. En fait, on s'est rencontrés au MVP Summit avant l'Imagine Cup 2004. Et puis, on est devenus des très, très bons copains depuis ce temps-là. Donc, c'est super agréable qu'on fasse un podcast ensemble. Je suis bien content. Moi aussi. Alors, messieurs, de Team System 2008 à 2010, il y a énormément de choses qui changent ou qui se sont améliorées. On peut commencer par quoi? Parce qu'il y a tellement de choses, là, mais qu'est-ce qui serait le plus intéressant à discuter en premier? Ben, le point qu'on pourrait commencer ou introduire, c'est que Team System, ça existe plus. Ouais, Ben là, c'est fini. Il y en a plus. Team System, c'est mort. Voilà. Mais ça revit sous une autre forme. Donc, ça s'appelle plus Team System. Ils ont décidé d'enlever le nom Team System. C'est malheureux, puisque j'aimais beaucoup ce nom-là, et puis on s'associait beaucoup à ce nom-là, Bah toutes oui. les MVP Team System. Mais ils ont enlevé le nom Team System. Ça reste que toute le ALM est maintenant dans la suite Visual Studio. Donc, c'est inclus à tous les niveaux. TFS fait partie du package maintenant. Quand tu achètes ton MSDN, tu as un TFS qui vient avec gratuit. Tu n'as plus besoin de l'acheter. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que le ALM est maintenant omniprésent partout. Et puis, ça va juste bénéficier tout le monde, en fait. OK, si je comprends bien, c'est que ce qui était constitué de Team System, chacun des, par exemple, des rôles Team System, Les Team Edition, ouais. ça a tout été fusionné dans Visual Studio directement. Exact. En fait, ils ont simplifié beaucoup les éditions, parce qu'il faut voir que quand on était avec Visual Studio 2008, on avait 8 éditions, Ouais. donc de l'Express jusqu'à la Team Suite. Mhm. Donc c'était assez compliqué pour les clients de s'y retrouver. Nous, ça va, parce qu'au fur et à mesure qu'on travaille, on sait ce qu'il y a. Mais après, pour les clients, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et puis à côté, il y a TFS, puis il y a l'appellation Team System qui au final englobe le tout, mais qui n'est pas un vrai produit en soi. Et donc du coup, ils s'y retrouvaient pas. Et donc là, Microsoft a fait une simplification au niveau des éditions. Et donc du coup, maintenant, c'est un peu comme Windows 7, c'est-à-dire que tu vas avoir un niveau hiérarchique très simple OK. qui va du pro
jusqu'à l'Ultimate. Et l'Ultimate, évidemment, c'est un peu l'équivalent de la Team Suite avant, puisque ça comporte toutes les fonctionnalités de Team System, enfin de Visual Studio. Ouais, donc il y a une simplification de toute la famille de produits. En anglais, on dit les SKU, là, les produits. Par contre, le nom Team System disparaît. Vous êtes MVP Team System. Ça veut dire que éventuellement, on va vous nommer quoi? Eh ben, pour l'instant, c'est No Name. En fait, je suis pas d'accord. En fait, pour l'instant, c'est MVP Ultimate. MVP Voilà, Ultimate. Ça, je suis le Ultimate MVP. Mais farce à part, je pense que on est en attente que l'équipe de marketing trouve un branding pour les affaires qui sont plus spécifiquement ALM. On entend souvent la terminologie anglaise, là, Application Lifecycle Management, ALM. Donc, c'est fort possible que ça s'en aille dans cette direction-là, mais on va pas donner vraiment un nom. On le sait pas encore, vraiment, là. C'est sûr que les MVP sont associés souvent à un groupe de produits, donc à un produit en particulier. Donc, quand tu as le nom d'un produit dans ton nom d'MVP, souvent, il y a de l'argent pour ça. Donc, c'est beaucoup relié à ça. Donc, ça va s'en aller dans un genre MVP Visual Studio ALM, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, il va y avoir garder le branding Visual Studio. Exactement. Puis faire une distinction qu'on n'est pas des MVP Visual Studio qui dans le fond, Visual Studio, c'est gros, là. Ça peut en bloguer plein d'affaires, mais on est vraiment spécialisé dans les portions ALM. Okay. Donc, déjà là, c'est un changement important, là. Il y a comme une espèce de démocratisation des outils ALM directement dans la suite de produits Visual Studio. Tout à fait. C'est le but, hein. C'est vraiment le but pour Microsoft, c'est de... d'ailleurs, je pense qu'on va en parler, mais effectivement, il y a déjà au niveau de Team Foundation Server, il y a une grande annonce, c'est que maintenant, en fait, SourceSafe n'existe plus du tout et va être remplacé par Team Foundation Server. Donc maintenant, c'est vraiment le cœur des développements sur la plateforme Microsoft, c'est Team Foundation Server. Mais là, est-ce qu'on est obligé d'installer la grande version TFS? Eh ben non, justement, on va pouvoir installer la version, donc la TFS basique, qui est une version un petit peu plus édulcorée, qui va s'installer toute seule, très facilement. En 20 minutes, c'est réglé. Et puis surtout, ça s'installe partout. C'est-à-dire que si tu as juste ton desktop avec un Windows 7, eh bien, ça va tout installer avec un SQL Express, etc., etc. Un peu comme tu pouvais installer sur Safe. C'était très facile. Ben là, tu vas pouvoir installer TFS de manière très simple aussi. Mais est-ce qu'on est obligé, pardon Étienne, est-ce qu'on est obligé d'installer SharePoint puis tout ça quand on installe la version Basic? En fait, non. Puis on va revenir à SharePoint après, là, mais juste pour dire les choses qu'on nous donne quand on installe TFS Basic, on a la version, le version control qu'on a de base, on a un build server, et puis on a les systèmes de travail. Donc, on a toutes les choses, dans le fond. Le cœur. OK? Voilà, on a l'essentiel. On a l'essentiel, et puis, comme Guillaume le disait bien, ça fonctionne avec SQL Express, ça fonctionne sur Windows 7, ça s'installe en 20 minutes, puis ça s'installe avec 2 clics, là. Tu sais, il y a vraiment, c'est supposé t'as pas besoin de réfléchir. C'est vraiment facile à installer. Puis moi, je peux te le dire, écoute, on en a eu bien des podcasts là-dessus. Installer TFS, c'était brutal. C'était pour adultes. OK? C'était pour adultes. Puis c'était les vrais MVP de Team System qui savaient comment faire, OK? C'est ça. Et puis ça a toujours été, puis même dans 2008, écoute, ils ont fait des progrès énormes, c'était beaucoup mieux, mais c'était quand même, fallait savoir comment faire. Là, l'installation, on va parler de ça parce que c'est vraiment une des nouvelles features qui est super intéressante, l'installation. Guillaume mentionne TFS Basic, mais en fait, l'installateur de TFS, il installe toutes les versions. Oui. Donc, t'as pas un exécutable pour Basic, un exécutable pour... C'est tout le même installateur, sauf que il est assez intelligent pour détecter, t'es sur Windows 7, voici les options que t'as. Tu peux pas installer une affaire avec SharePoint quand tu as Windows 7, donc il va pas te donner l'option. Il va te proposer seulement ce qui est installable. Il va te proposer Basic, exact. Okay. Donc puis si tu es sur un serveur, ben là il va te proposer, tu veux-tu le mode sans, je veux dire sans faille, c'est pas vraiment ça là, mais comme installe-moi tout par défaut. OK, là, donc un SharePoint par défaut, une affaire par défaut, ou bien tu peux prendre le mode avancé où tu peux choisir les affaires et où ma base de données, où est-ce qu'est mon SharePoint, où est-ce qu'est mon dépôt de Analytical Services par exemple, ça. Puis tu as un mode upgrade où est-ce que ça c'est très important. C'est le mode magique que j'appelle, là, c'est quand tu mets à jour ton 2008, c'est vraiment
Puis ça, c'est dû au fait que l'installation maintenant est en 2 tiers. C'est-à-dire que quand tu l'installes, il installe les morceaux que tu as besoin, mais il configure rien. Il fait juste mettre les affaires aux bonnes places. Puis ensuite, t'as la deuxième phase. Puis ça marche. SharePoint, c'est comme ça. BizTalk, c'est comme ça. Donc, ils ont pris le modèle sur ces produits-là qui sont quand même, qui s'installent relativement bien. Et puis, ils ont fait ça pour TFS aussi. Okay. Donc, la deuxième portion, c'est la configuration. Puis là, dépendamment de ce que tu choisis, ben, tu as tous les morceaux. Puis là, il va faire des petits crochets verts sur toutes les choses. Puis ce qui marche pas, il va te dire, il y a un crochet rouge, voici ce que tu peux faire pour aller l'arranger. Tu vas l'arranger. Puis quand tout est vert, tu fais go, puis en général, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. OK, donc installation simplifiée, Absolument. installation basic, aussi peut-être c'est peut-être un atout pour les petites sociétés. Ah oui, complètement. Une société qui a quoi 4, 5 développeurs, plus de raison maintenant. Ah oui, là, tu n'as plus de raison, tu n'as aucune excuse pour ne pas utiliser TFS. Puis, mais ce qui est encore mieux, en fait, pour moi, là, c'est que tu peux installer, en tant que développeur, tu peux installer TFS sur ton poste, puis tu n'as pas de raison de pas faire de la gestion de source, même quand tu développes tout seul. OK, c'est quand tu développes tout seul, tu devrais faire de la gestion de source aussi. Écoute, ta liste de to-do, fait des systèmes de travail, c'est là. Tes projets que tu fais personnels, mais aller là-dedans, ils sont là, tu peux revenir en arrière. Tu as toutes les facultés de TFS, t'es là, puis tu peux les mettre sur ton poste. Mais il y a une question de coût aussi, là. C'est sûr que si pour avoir TFS, tout ça, tu as besoin d'avoir un MSDN. OK? Le MSDN te donne un TFS gratuit. Maintenant, tu peux c'est à partir de la version Pro, je pense. À partir de la version Pro, effectivement. Par contre, si tu veux l'acheter, tu peux l'acheter encore. Ils le vendent comme un produit à part. Je pense que j'ai entendu $500 à peu près pour 5 licences. Mais attends un petit peu, là. Là, tu veux me dire que si j'achète Visual Studio Pro avec la licence MSDN, j'ai la possibilité d'installer mon serveur TFS. Gratuit. Il vient avec. Oh. Puis si tu achètes 20 copies de MSDN pour tes 20 développeurs avec Pro, ben tu as 20 copies de TFS. En fait, à chaque version de MSDN, tu as une copie de TFS. OK, donc c'est sûr que tu vas en installer une, là. J'espère que tu vas pas en installer 20, là. Mais tu pourrais en installer 20. Chaque développeur pourrait le mettre sur son poste, comme j'expliquais tantôt. But, on s'entend. Non, effectivement. OK. Donc, on a parlé de l'installation, on a parlé de TFS Basic. On peut parler de quoi ensuite? L'upgrade. Ça, je pense que c'est important de le préciser, c'est que quand on part de TFS 2005 vers TFS 2008, l'upgrade, je pense que tu l'as fait, Étienne, je l'ai fait aussi, et ben, c'est vraiment pas sympa du tout à upgrader. Donc, puis il faut vraiment pas que ça plante. Voilà. Et puis tu as toute une procédure à suivre, mettre des patchs, etc., faire des backups, bon, bref. Là, pour passer de 2008 à 2010, tu prends tes bases de données, tu prends l'installateur en mode upgrade comme Étienne l'a dit, tu passes sur SQL 2008 si tu y es pas, et puis voilà, c'est terminé. Après, tu as effectivement les étapes de configuration, mais comme une installation normale. Et ça, en termes de migration, c'est génial, parce que c'est vraiment ce qui manquait sur les anciens produits, les anciennes versions, c'est que la migration d'une version à l'autre, c'était vraiment douloureux. Et donc là, tu vas pouvoir faire un scénario comme ça, et je pense qu'on en parlera après, il y a les collections de projets qui font que, au final, tu vas pouvoir récupérer tous tes team projects de ton ancien serveur, et puis tu vas pouvoir tout simplement les incorporer dans ton nouveau serveur sous la forme d'une collection de projets. Mais parlons-en peut-être des collections. C'est quoi le les collections de projets, alors faisons donc ça. Voilà, dans Team Foundation Server, tu as donc depuis la toute première version, tu as les team projects. Donc qui sont un ensemble d'items de travail, un espace SharePoint, un espace de version control, etc. Et donc maintenant, en fait, on ajoute un petit peu une hiérarchie là-dedans, c'est qu'on va pouvoir regrouper tous les team projects dans une collection de projets. Et sur laquelle, eh bien, on va pouvoir en fait avoir des droits spécifiques pour les utilisateurs. Et puis en fait, tu vas pouvoir, si par exemple tu as plusieurs équipes de développement dans ta compagnie, eh bien tu vas pouvoir avoir une collection de team project pour les différents projets d'une équipe. Et puis tu vas pouvoir créer une autre collection de team project pour une autre équipe par exemple, avec d'autres team projects, d'autres droits, et les deux collections sont complètement isolées l'une de l'autre. Ah, c'est des BD différentes, chacune. Exactement. Donc, on va te créer un jeu de base de données différent à chaque fois. Donc, si tu regardes en dessous de la couverte, on va y aller en dessous de la couverte, là. Avant, dans TFS, ton serveur TFS, était vraiment, tous tes projets étaient sur le même serveur. Donc, maintenant, une collection, c'est l'équivalent d'un serveur d'avant. OK? Donc, dans 2008 puis dans 2005. Donc, une collection, c'est la même chose qu'un serveur avant. OK? Sauf que maintenant, comme Guillaume l'a dit, tu as un niveau d'indirection qui est la collection, maintenant. Ce qui arrive, c'est qu'avant, tu avais 7 bases de données qui formaient
une installation de TFS. Base de données pour les systèmes de travail, Ouais. pour le source control, pour tout ça. Maintenant, quand tu fais l'upgrade ou quand tu installes à neuf, tu as maintenant 2 bases de données. Tu as une base de données qui est la base de données de configuration. Cette base de données-là, il y en a une dans tout ton parc de TFS pour l'installation particulière. Et puis après, tu as une base de données par collection. Donc, au lieu d'en avoir 7, ils ont tout regroupé ça dans une base de données. Tout est là-dedans. Version control, work item, toute la patente sont dans une base de données. L'avantage que tu as avec ça, c'est flagrant et net, c'est que maintenant, tu peux détacher cette base de données-là de TFS. Il y a maintenant un management studio là, pour gérer TFS. Tu peux la détacher, tu peux l'amener sur une autre base de données n'importe où dans ton système, puis tu dis après ça à TFS, rattache, mais sur le serveur de BD qui est là-bas à place. Si on prenait un scénario où, par exemple, j'ai commencé avec la version Basic, SQL Express, je pourrais détacher cette collection-là, puis l'attacher à un serveur complet. Là. C'est le scénario parfait que tu viens de décrire. En tant que développeur, moi, je peux faire quelque chose sur mon poste à moi, dans TFS Basic, par exemple. Puis là, je m'en vais chez un client, puis je dis, monsieur client, voici, je te donne maintenant ce que j'ai fait pour toi, parce que je travaillais sur mon poste, j'avais une collection particulière pour toi. Je détache sur mon poste, je le donne à mon client, lui, il peut le rattacher sur son infrastructure, s'attacher dessus, puis hop, il y a toutes les affaires. Pour les sociétés de services, c'est un très bon ça scénario va être parce que génial. si tu développes un projet pour un client, tu as un team project, et généralement, le client va te demander de livrer tout le source code, normal. Mais idéalement, lui, il va te demander, j'aimerais bien aussi récupérer l'historique, si jamais il y a un bug, etc. Ouais. Donc là, effectivement, tu détaches vraiment toutes les données. Donc, tu vas pouvoir fournir à ton client les sources et tout l'historique des sources, les work items qui sont liés, les documents, etc. Les builds. Voilà. Et à la fin d'un projet, on livre le projet, tout est fini. 6 mois plus tard, on n'est pas pris avec tout ça dans notre TFS. Exact, on peut On le peut le détacher, détacher, l'archiver, puis l'archiver, c'est ça. exactement. Exactement. Ah, c'est génial. Donc c'est super important et moi ça c'est comme on dit en anglais l'expression c'est les unsung heroes de TFS, c'est que c'est quelque chose que le monde verront pas. C'est pas sexy, tu vois rien de ça. Ce que le monde voit, c'est le nouveau Jazzy WPF éditeur. Mais ça, pour moi, c'est plus important que n'importe quoi. Sur votre gestion, parce que c'est super important. Tu travailles dans une grande entreprise, là, Ouais. puis t'es pris avec des... C'était le bordel des depuis problèmes comme les ça. années que j'ai travaillé avec ça. C'était le bordel de faire des migrations de TFS. Ça, c'était vraiment pas évident. Puis avec ça, ça va nous permettre de vraiment là, facilement pour faire un load balance, par exemple. Maintenant, tu pars le wizard d'installation. Tu lui dis, je veux juste installer un AT. Puis il va te dire, OK, et où ta AT. Un AT, c'est le application tier. Donc, juste OK. le front-end. Puis il va te demander, et où la BD de configuration, ce que je parlais tantôt. Ouais. Tu lui dis, elle est là. Puis voilà, t'es load balancé. T'as rien d'autre à faire. Ça fait tout ça. Voilà. Fait que c'est magique. Chose qu'on c'est pouvait pas faire merveilleux. avant. Ah non, c'était l'enfer avant. Fallait que tu aies du hot standby puis toutes sortes d'affaires. Oh, Là maintenant, ok. tu peux les avoir les deux. Tu peux faire ton node balance ton node balancing là, dans NLB là, dans Tu Windows. fais un là. load balancing sur le application tier. Donc, Dans l'application Windows. tier, c'est quoi? C'est C'est SharePoint? des services web C'est des services web, OK. Le web service de Ok. de TFS de qui TFS qui sont là. permet de Ok. tout manipuler. Tout est stateless maintenant, donc et il l'était pas mal, mais là ils ont vraiment validé que tout est stateless, fait que là tu peux aller sur n'importe lequel puis ça marche. Donc, pour les grandes équipes, par exemple, une société qui a des dizaines de développeurs, le fait d'ajouter un deuxième serveur, par exemple, pour faire du load balancing, ça permet d'éviter, bon, s'il y a une panne, qu'il y a 250 développeurs là, qui se tournent les pouces, qui font rien. Là. C'est sûr que ça te permet aussi de distribuer le load. Là. Sur Ouais. ça, c'est plus pour distribuer le load. Côté panne, évidemment, avec tout ça, si on a bien écouté, là, il y a un point of failure. La BD. C'est la la BD de configuration. la BD de configuration. OK. OK? Donc, celui-là, particulièrement, faut faire si on est vraiment là des scénarios de désastre, tout ça, là, faut faire un SQL cluster, puis clusterer cette BD-là, particulièrement. Ouais. Les autres, c'est pas trop grave, mais celle-là, pour être sûr là, qu'on tombe pas en fou, là, ça serait celle-là à vraiment qui est le point de failure. C'est vraiment OK. celui-là. Au niveau d'installation de TFS, on en a parlé, il y a plusieurs morceaux. Un des morceaux importants, là, c'est SharePoint. Est-ce que SharePoint est toujours utilisé dans la version 2010? Bah en fait, SharePoint, déjà l'intégration de SharePoint c'est avec WSS et en fait 2008 déjà offrait quelque chose de mieux par rapport à 2005, c'était de pouvoir utiliser un serveur SharePoint qui existe déjà.
Oui. Donc ça, c'était bien parce que maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà SharePoint installé. Au niveau d'entreprise, Voilà. donc on veut pas créer des petits groupes. Et puis, on veut tout utiliser. concentrer sur un seul et même serveur. Maintenant, le truc, c'est que quand on crée un team project, automatiquement, ça va aller créer un site WSS en fonction du process template que tu choisis. Mais quand tu crées un team project, t'as pas forcément envie à chaque fois de tout utiliser. Je prends un exemple, si tu veux faire un team project pour tes workshops, pour tes proof of concept, tu vas peut-être pas avoir besoin d'un SharePoint pour stocker des documents parce que là en fait c'est juste des exemples de code que tu vas faire. Les work items, pareil, tu ne peux ne pas en avoir besoin, mais bon généralement on va s'en servir. Mm-hmm. Donc en fait là au moins on a l'option de ne pas créer de SharePoint, du tout. de site SharePoint. Oh. Et avant, c'est quelque chose qui n'était pas possible. Tu pouvais trafiquer un peu, mais bon, au final, ça déstabilisait un petit peu le système. Mais là, au moins, c'est prévu déjà. De base, Okay. c'est que tu vas vraiment pouvoir choisir l'option. Non, je n'ai pas besoin de SharePoint, je n'en aurai pas pour ce team project. Et ça, Visual Studio, il le verra. Et il te dira pas show project portal. Puis ça exactement. Mais où est-ce que tu vois ça? C'est quand tu crées ton projet, tu as maintenant l'option de dire je veux un SharePoint ou je veux pas un SharePoint à la création du site. C'est à la création du projet. C'est à la création là. du projet. OK, parce que lorsqu'on installe le système, On a encore besoin d'avoir SharePoint. parfait. Ça c'est donc à l'installation de TFS, t'as pas le choix, faut que tu aies SharePoint quelque part. OK. Mais ça veut pas dire que tu es obligé de l'utiliser. Ça veut pas dire que tu es obligé de le configurer. Tu peux juste qu'il soit là pour qu'au moins ça s'installe. L'autre chose, c'est que quand tu as décidé, mettons, de créer un projet puis de mettre SharePoint, par exemple, mais tu peux quand même aller dans ton projet puis dire, je veux changer, je veux plus SharePoint là comme mon portail, je veux un wiki de WordPress ou peu importe là, puis tu fais juste le choisir puis tu lui donnes un URL puis là quand tu vas faire right-click pour aller sur ton portail dans Team Explorer, il va t'amener où tu veux. Sauf que il va enlever la node document de Team Explorer parce que là il est plus capable de se connecter à SharePoint, Okay. donc tu le verras pas. OK. On est toujours du côté serveur parce que depuis le début là, du podcast, on a parlé de la partie serveur. Il y a quelque chose d'intéressant maintenant, une nouveauté au niveau des systèmes de travail. Mm-hmm. Alors, en fait, au niveau des items de travail, il y a quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Depuis la V1. Depuis la V1, c'est les liens hiérarchiques entre les items de travail. Et Ça veut dire quoi, ça, un lien hiérarchique entre des systèmes de travail? C'est quoi le bénéfice? Ça veut dire que, je vais te prendre un exemple très simple. Pour ceux qui font du Scrum, ça va être très parlant. C'est que Scrum, tu vas avoir tu vas avoir un besoin de hiérarchie parce que tu vas avoir tes product backlog items qui vont être, donc ça, si je prends l'exemple de Scrum for Team System, qui est un process template qui est très connu et très utilisé pour ceux qui font du Scrum, en fait, tu vas avoir un product backlog item auquel vont être reliés plusieurs sprint backlog items. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que ils sont obligés en fait d'avoir un système en background qui va en fait faire la remontée d'informations vers le product backlog item, parce que un product backlog item égale plusieurs sprint backlog items. Et là, on voit qu'il y a une hiérarchie entre les deux. Mm-hmm. Et en fait, quand on fait des liens entre les work items dans la version 2008 ou dans la version 2005, ce sont des liens bidirectionnels et les liens ne sont pas typés. Du coup, ça va nous poser certains problèmes, notamment pour faire des mises à jour entre les work items. Donc là, enfin, au niveau des work items, c'est vraiment le truc dont on avait besoin, c'est d'avoir des liens hiérarchiques et typés. Et on va pouvoir dire, voilà, le product backlog item, c'est le parent du sprint backlog item. Ah. Et donc, du coup, là, on va avoir un sens dans les liens, déjà. Et puis, en fait, on va pouvoir faire des opérations par rapport à ces liens et par rapport au type de lien qu'on va avoir. Et donc, du coup, on va pouvoir avoir toujours plusieurs types de liens. Et puis, derrière, on garde toujours le mécanisme d'event. On va toujours pouvoir faire de la mise à jour en fonction des events qui sont levés. On peut s'abonner aux événements, hein. Et puis, du coup, on va avoir des vrais scénarios de hiérarchie entre les work items. Un autre exemple de ça, c'est les tests, par exemple. Maintenant, on a un nouveau item de travail qui s'appelle le test case. Et puis, cet item-là, il y a un lien entre, par exemple, un requis et un test qui peut être ce requis est testé par un test. Donc, le lien, le type que Guillaume mentionnait, c'est est testé par. Et puis, si tu reprends un test, tu peux dire ce test teste ce requis. OK, donc tu as un lien, il y a un meaning, il y a un type au lien. Donc Qui était pas possible avant. Non, et puis ça nous permet de faire des rapports, de faire des queries, de faire toutes sortes de choses qui vont nous permettre de dire donne-moi mettons toutes les requis qui n'ont pas de tests, ou donne-moi tous les tests qui n'ont pas de requis.
Donc, tu es capable maintenant de faire des liens, des queries comme ça, puis ça va te donner de l'information qui est pertinente. Là. Ce qu'on ne pouvait pas avant, parce que comme Guillaume le disait, c'était bidirectionnel, donc ça voulait rien dire. Ce système-là est relié à ce système-là. Point barre. Voilà, Okay. c'est ça. Mais là, du coup, c'est vrai que quand après toutes les données vont dans le data warehouse et dans le cube, du coup, c'est vrai qu'on peut faire des rapports beaucoup plus pertinents avec ça. Et très simplement, parce qu'avant, justement, on devait contourner le système, rajouter des attributs et des champs cachés dans les work items, justement, pour avoir pour pallier au manque, en fait. OK. Je pense que ça couvre la partie TFS, la partie serveur. Il reste build. Ah oui, la partie build, oui, effectivement. La partie build, on va pas parler trop de ça, là, mais il y a une des nouveautés que de build, c'est vraiment là, c'est que pour exécuter donc ton workflow de build, ben ça utilise Workflow, le Workflow Foundation. Donc c'est pas, ça utilise plus une script MS Build, Ouais. ça utilise le Workflow Foundation là, maintenant. Une script MS Build, c'est un fichier XML. Ouais. Oui, mais la script, OK, depuis la version 1, depuis 2005, TFS 2005, TFS 2008, on utilisait MS Build pour faire de l'automatisation de choses qui n'étaient pas nécessairement de compiler ton application. MS Build, c'est un compilateur, c'est un linker. Ouais. Il est fait pour compiler ton application. Mais là, on s'en servait pour générer des systèmes de travail, pour copier des fichiers ailleurs, pour faire plein de choses qui sont pas reliées à faire une compilation. On lui demandait d'en faire un petit peu plus que ce qui est fait pour. Ce qui prouve que, oui, savait exact, le ce faire, qui donc. prouve la force Voilà. du produit, voilà. Parce que tu pouvais vraiment, c'était vraiment très très extensible et tu Exact. pouvais faire tes propres targets, tes propres commandes. Exact. Et tu pouvais faire des scénarios très complexes. Mais effectivement, c'est pas fait pour ça à C'est la pas base. fait pour ça. Donc, ils ont changé ça et puis ils ont mis le workflow maintenant, vraiment le WF 4.0. Et puis maintenant, tu as un workflow pour ton build. Donc, évidemment, dans le workflow, tu peux maintenant lui dire, fais une copie, démarre un bidule, va faire une VM. Mais là, est-ce que tu as une surface de design pour créer ton workflow? Oui, tout à fait. OK. Donc, sauf qu'ils utilisent un design actuellement. J'espère que au final, ça sera pas ça, là, mais la surface de design pour le build actuellement, c'est pas celle de Workflow Foundation qu'on voit quand on fait un workflow dans Visual Studio, par exemple. Mhm. Ce qui est un peu bizarre, là. Je sais pas pourquoi ils prennent pas les mêmes UI, là. Mais bon, ça risque de, c'est peut-être juste parce qu'ils sont en transit, Ouais, là. parce qu'ils entre sont en les affaires. bêta aussi sur ce truc. Ouais. C'est pas ça. Donc, chaque petit bloc là peut faire une action, envoyer Exactement. un Puis tu courriel. peux créer tes blocs. Donc, tu peux créer Ouais. tes propres tâches workflow. Tu peux coder tes activities comme tu fais du Workflow Foundation. Exactement. dans un programme. Et puis, tu peux aussi maintenant, si tu dis, moi, là, je veux rien savoir de workflow, parce qu'il y en a qui vont dire, moi, j'ai investi pendant 5 ans dans MS Build, je connais ça, j'ai fait mes tâches MS Build, ça marche bien, je comprends comment overrider, comment faire mes choses. Ben, il y a deux, quand on va dire out of the box, là, quand tu installes Team Build, tu as 2 templates qui sont créés pour toi. Tu en as une qui est la standard, qui est un workflow ordinaire de Team Build, qui va maintenant le nouveau workflow, en fait. Ouais. Et puis, tu as maintenant un upgrade workflow. Puis le upgrade ben oui. workflow, il fait juste pointer à ton TFS Proj. Donc, Okay. ton Proj file de avant. Donc, Ok, tu peux, pour tu le peux legacy, au c'est moins, juste, ça c'est peut juste pour rassurer le les gens. démarrer. Le workflow, il démarre MS Build, puis là, tu peux faire tout ce que tu faisais avant. Oui, parce que si tu as fait quelque chose de customisé à outrance, là, ton Exact. build pour faire... Ça serait pour, difficile faire de- des choses... Ça serait difficile de ramener ça dans Workflow. En tout cas, tu aurais un investissement à faire que tu veux peut-être pas faire. OK? Ça, est-ce que ça veut dire que ça va être plus facile de customiser cet aspect-là avec la version 2010 Bah, plutôt que de jouer dans MS Build? Moi, je dois dire que c'était. Moi, j'ai fait des scripts MS Build justement. Ce qui est facile, c'est que c'est du XML. Mhm. Donc quelque part, tu fais ton XML. Bah voilà, tu dis j'utilise tel target. Puis en plus, t'as énormément de targets qui existent sur Internet. T'as les SDC tasks, t'as t'as plein de choses sur Codeplex et tu as vraiment à outrance. Donc c'est vraiment facile de réutiliser plein de choses et puis en fait d'ordonner tout ça avec du XML. Donc ça se fait assez rapidement. Maintenant avec Workflow Foundation, tu vas avoir des activities qui sont fournies en standard, mais si tu ne trouves pas ces activities là, ben en fait il va falloir que tu la codes. Et puis Ah. coder une activity, ben c'est pas écrire une ligne de XML, faut que tu crées le projet, il faut que tu rajoutes tout ce qu'il faut faire par mais- défaut, puis tu compiles, tu récupères ta Mais DLL. tu pouvais aussi faire ça. Tu peux faire tes tâches MS Build Oui, aussi. voilà. Il fallait que tes codes aussi, là. Voilà, mais Donc- le truc c'est que là, on a la communauté n'a encore rien produit, Il y a- on il y a part encore- on ouais. part from scratch. Exact. Ok. Mais ça va venir. Ça va venir. On ah va oui, venir. évidemment, Ça va venir. Mais c'est sûr que c'est plus visuel, c'est plus évident, un workflow. Ça fait plus de sens quand tu fais tes choses qu'un build. Voici, je commence par faire ça.
ça, je fais ça ensuite, je m'en vais là, je fais d'autres choses. Puis c'est plus parlant un workflow que des tâches MS Build qui sont overridées, qui sont un petit peu dures à suivre, en fait. Ouais. Il y a une cassure à ce niveau-là. Mais l'avantage, comme je disais, c'est que tu as un upgrade workflow template où est-ce que tu pointes à ton vieux puis tu n'as rien à faire. Mais si je décide de... Moi, je suis endurci MS Build, script XML et tout ça, est-ce qu'on peut continuer? Ouais. Tu peux les garder, bien Tu sûr. peux les garder. Okay. Puis il y a même un workflow, une activité workflow qui est MS Build. Donc tu peux rajouter un workflow MS Build dans toute ton affaire puis dire exécute ma tâche ou mon petit bout de MS Build dedans. Donc tu peux le faire. T'es pas mal pris. Il y a rien qui t'empêche de comme je te dis là, de vraiment juste prendre le script que tu avais avant puis la rouler puis ça va marcher là. OK, excellent. Si on passait du côté client, parce que là, on a couvert en long et en large la partie serveur au niveau des nouveautés. Qu'est-ce qui serait intéressant à parler au niveau client? Quand on parle client, on est dans Visual Studio, on peut faire il y a plein de choses qu'on peut faire. Tout à fait. On peut peut-être commencer par une section qui était mal aimée. Mal aimé. T'es trop gentil. J'ai fait des podcasts, mais j'ai fait des présentations à DevTeach avec Mario sur comment, je vais utiliser le mot puant, même si écoute, ça n'en arrachait, ok, là. Vraiment pauvre, le monde de chez Microsoft qui ont travaillé là-dessus, c'est triste parce que je sais qu'ils ont eu beaucoup d'efforts dans les outils d'architecture. Et puis, si vous aviez pas encore deviné, dans les outils d'architecture dans la version 2005 et 2008 que personne n'a utilisé. Moi, tu connais-tu du monde qui a utilisé moi, je connais personne. J'en ai vu beaucoup de monde. Je connais personne qui a utilisé les outils d'architecture. Au début, quand la première version est sortie, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que ça pouvait faire, puis c'est tout. J'ai jamais retouché. Écoute, c'était ridiculement inutile. c'est ah oui, effectivement, c'est bien violent. Hein? Non, mais je leur ai dit depuis des années que je leur dis. Et puis, ben, écoute, je pense qu'on peut dire que cette fois-ci, ils ont compris. Ouais, ils ont compris. Et puis, je vais laisser Guillaume qui a fait des présentations là-dessus en parler un peu plus parce que moi, je les ai utilisés. Je sais un peu qu'est-ce que c'est, mais Guillaume a beaucoup travaillé avec, donc on va le laisser. Alors maintenant, c'est sexy, je pense. Alors en fait, déjà maintenant, faut voir qu'il y a eu quelque chose de très important chez Microsoft, c'est que maintenant Microsoft a dit d'accord, on va faire de l'UML. Elle a déjà c'est beau, c'est gros. Ça. Voilà, déjà pour les architectes. Historiquement, alors en fait historiquement, Microsoft ils ont fait le pari DSL. DSL, UML. Voilà. UML, non. On veut rien savoir d'UML. Voilà, et puis ils se sont dit non, les DSL c'est bien, c'est la solution à tous nos problèmes. Et on va pouvoir faire mais plein de DSL pour plein de domaines différents. Et puis donc DSL, un domain specific language. Donc on va pouvoir en fait avoir des langages appliqués à certains domaines. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait dans Visual Studio 2005 et dans 2008. Ils ont fait des designers, d'application designer, system designer, etc. Mais comme Étienne a dit, bah c'était pas franchement réussi, c'était pas franchement abouti. Et puis ça servait pas. Lui parle bien, lui. Ça servait pas. Hein, qu'on soit clair, ça servait pas parce que ça couvrait pas tous les cas. Et puis même t'essaies de le servir pour un cas simple, et ça marche pas. Ouais. Donc là, dans 2010, ils ont mis tout ça à la poubelle et là ils sont partis sur l'UML. Ça c'est assez bien. Puis en fait derrière la logique, alors on va pas rentrer dans le détail, mais en fait la logique du moteur qui est derrière, eh bien c'est franchement évolutif. Et il y a eu une grosse réflexion. Donc sous le capot il y a vraiment quelque chose de tout neuf qui a un gros potentiel. C'est qu'en fait l'UML en fait, dont on va avoir là en standard, on a 5 ou 6 diagrammes qui sont fournis. Donc c'est les diagrammes principaux qu'on utilise. Hein. Mais c'est des DSL encore. Donc faut dire qu'ils ont pris le pari UML, sauf que c'est avec des DSL. Avec des DSL effectivement. Okay, donc c'est maintenant pour eux ils disent c'est UML plus DSL. Voilà. Qui est la solution gagnante. Ah oui, évidemment, ils allaient pas laisser tomber le DSL. Mais par contre, tout ce qui existait avant n'existe plus. Okay. Mais maintenant, on va avoir donc des différents designers UML. Donc, on va avoir le use case designer, le component designer, etc., qui vont nous permettre de gérer, en fait, nos différents diagrammes UML. Ce qui se passe derrière, c'est qu'en fait, on a une représentation commune pour tous ces diagrammes, qui est le DGML. Donc une représentation UML des différentes entités. Donc c'est un XML qui est assez faiblement typé.
et pour que justement ça permette de faire énormément d'opérations là-dessus. À partir du DJML, donc on va faire, je sais pas, on va dire un diagramme de classe par exemple en UML. À partir de là, en fait, on va avoir un modèle commun qu'on va pouvoir réutiliser dans d'autres designers. Et puis en fait, après, on va descendre dans l'abstraction. Donc on part vraiment d'un niveau très très haut avec des use cases. Et en fait, ce DJML, on va pouvoir y rajouter des informations jusqu'à ce qu'on arrive en bas, en fait. Et en bas, bah, c'est quasiment de pouvoir switcher sur de la génération de code. Donc en fait, à partir d'un diagramme de classe, on va pouvoir générer un diagramme .NET de classe. Et donc, faut bien faire la différence parce que, bah, justement, Visual Studio l'a fait. Parce qu'on va avoir un diagramme de classe, un peu comme en base de données, on va avoir un modèle d'entité, hein, et puis un modèle physique. Bon, ben là, c'est pareil. On va avoir un modèle UML qu'on pourrait très bien utiliser pour générer du Java derrière. Et puis, d'ailleurs, le moteur de Visual Studio est fait de telle manière que rien n'empêche, en fait, de venir coder un espèce de plugin qui pourrait générer du Java. Et là, en fait, on génère du .NET à partir de ce modèle-là. Et en fait, il y a cet outil-là, et puis il va y avoir un autre outil là qui va être plus utilisable direct, parce que ça, c'est quand on fait du top-down, on va utiliser UML. Maintenant, tout le monde ne fait pas du top-down. Peux-tu décrire qu'est-ce que le top-down? Alors, top-down, c'est quand on part du design d'une application, on part à un niveau très abstrait, très haut, avec des use cases, on va descendre au fur et à mesure, on va diviser ça en composants, puis en classes, puis ensuite on va arriver dans le code. Donc ça, c'est l'approche top-down. Donc, on a toutes les surfaces de design dans Visual Studio, la version bon, il n'y a pas de version alors ça sera dans l'Ultimate. Ultimate. OK, parfait. Ça se trouve dans la version Ultimate. Voilà. Donc, on a toutes ces surfaces pour créer nos diagrammes. C'est ça, exactement. Mais après, on peut avoir plusieurs approches. On peut aussi avoir l'approche bottom-up, qui est l'inverse en fait au final, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir du code, on va partir du code. Donc ça, c'est les démarches comme Extreme Programming, où on va avoir du TDD par exemple. Ça aussi, on en reparlera, mais on peut faire du TDD. Donc ça, ça va être code first. Et après, à partir de là, on va vouloir en fait avoir nos diagrammes pour faciliter la maintenance, etc. Et donc pour ça aussi, on a des outils. On va avoir notamment un outil qui est génial à mon sens, ça s'appelle l'Architecture Explorer. Et en fait, à partir de là, tu peux lui donner une solution, ou tu peux même lui donner un programme qui est déjà compilé. Et puis derrière, en fait, il va pouvoir te régénérer tout plein de diagrammes et te présenter le diagramme sous différentes vues. Donc ça va être un diagramme de namespace par exemple, avec les relations entre les namespaces, un diagramme d'assembly où tu vas avoir des assemblies aussi. Donc tu vas avoir une représentation assez intuitive parce que tu vas avoir des liens plus ou moins épais entre les cases, hein. Et puis quand le lien est très épais, ça veut dire que tu as une très forte relation entre les deux. Et puis une dépendance. Voilà, une grosse dépendance ou alors une faible dépendance. Tu vas pouvoir aussi avoir un outil, une représentation qui est géniale, c'est la matrice de dépendance. Donc tu vas pouvoir dire, voilà, si je modifie ce bloc-là, potentiellement, je vais devoir modifier ce bloc-là, ce bloc-là, ce bloc-là, parce qu'ils sont dépendants, parce qu'il y a une relation qui a été faite. Et visuellement, ça ressemble à quoi? Visuellement, c'est génial, parce que pareil, tu vas avoir une représentation vectorielle, hein, parce que Visual Studio, c'est du WPF. Tu vas pouvoir faire zoom in, zoom out, etc. Tu vas pouvoir colorer, mettre des tags de couleurs pour trier un petit peu toutes tes cases. Si tu as un gros projet par exemple. Donc c'est vraiment épatant comme outil. Il y a eu un gros effort de fait là-dessus. Puis encore derrière, c'est encore du DJML. Donc pareil, comme il y a un modèle extensible qui est pas forcément ouvert directement, mais il y a des API qui existent, et en fait on peut très bien aller taper ces API si on veut par exemple s'interfacer avec d'autres outils de design ou si on veut faire ses propres générateurs de code. OK. Mais est-ce qu'on est obligé d'utiliser toute la ribambelle, toute la série de surfaces ou de design ou de diagrammes? En fait, c'est du DJML. Donc, si tu veux faire du DJML, tu peux très bien le coder. Il faut voir aussi que tu vas pouvoir importer, en fait, il y a une norme, alors j'ai oublié le nom, mais c'est une norme qui permet de représenter de l'UML. Et en fait, qui est respectée par d'autres outils qui ne sont pas des outils Microsoft, hein, comme Enterprise Architect, par exemple. Voilà, c'est ça. XMI, c'est exactement ça. Donc en fait, c'est un standard, hein, c'est un standard de l'industrie, et on va pouvoir importer des schémas UML directement dans Visual Studio sous cette norme-là. Donc Microsoft va pas réinventer la roue? Ah non, et c'est interopérable. Voyez-vous ça? Si je peux rajouter aussi les visualisateurs qu'on regarde, là, le use case, le workflow, toutes ces choses-là. Une des erreurs qu'il avait fait donc dans l'architecte des années de 2005 et de 2008, c'était que tu pouvais juste voir
les diagrammes quand tu étais dans un... Dans un autre rôle? Quand tu étais dans Architect. Ah, OK. Ou Team Suite, là, évidemment, le gros, mais parce que Team Suite incluait Architect, mais si tu étais dans Team Developer, tu pouvais voir aucun des diagrammes de Team Architect. Donc, c'était inutile. En plus d'être inutile dans Architect, c'était encore plus inutile parce que personne d'autre pouvait les voir. Tandis que maintenant, ça fonctionnera pas dans Pro, mais donc on a parlé tantôt des éditions, là, il y a une version Pro, il y a une version Premium, puis il y a une version Ultimate. Donc, la version Premium, c'est l'amalgation d'un paquet de portions des 4 autres qu'il y avait avant, là. Donc, on avait database professionnel, architecte, bon, tout ça. Maintenant, il va avoir, c'est vraiment basé sur la version développeur, plus database professionnel, puis il va avoir des morceaux de test puis des morceaux d'architecte. Entre autres que tu es capable de voir t'es capable de visualiser les mêmes use cases, tout ça. Tu peux pas les créer, mais au moins tu peux les visualiser, mais tu peux les donc, regarder. Quand tu trouves la solution, Visual Studio ne plante pas. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc juste pour revenir au niveau des différentes versions, on en a brièvement parlé. On a la version Pro. Oui. Qui est l'équivalent de la version Pro actuelle, actuelle. Avec un petit peu plus de features. Je sais même pas, c'est peut-être à peu près l'équivalent, là. Et par exemple, qu'il y a un client qui se branche sur le serveur TFS. Exact. On a la version premium qui a certains morceaux disons, on peut peut-être la comparer avec la version développeur. Voilà, c'est team développeur et team database, comme Étienne l'a dit. Puis effectivement, il y a des bouts de tests qui sont dedans, mais pas tous les tests non plus. OK. Et la version Ultimate, qui est l'équivalent de Team Suite, donc t'as tout. Mais là, on rajoute surtout la version, les produits architectes et les produits de test, mais testeurs là, au niveau voilà, là, pas test là au niveau de test unitaire, mais vraiment là. Ouais. Puis ça c'est il y a un autre produit, un autre SKU que tu mentionnais tantôt, qui est le Microsoft Test et Lab Manager, qui est un nouveau SKU pour les testeurs. OK. On va revenir au test. On a bifurqué un petit peu. On va revenir aux produits d'architecture. Donc, si je comprends bien, ça va être utile. L'architecture, oui. Oui. L'architecture, c'est utile. Oui, c'était utile. Non, mais c'est vrai que là vraiment, il y a eu un gros travail. Microsoft a demandé aux clients ce qu'ils attendaient. Et je pense que le virage UML, ça va plaire à plusieurs personnes. Alors, ça pourra peut-être pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, il y a déjà des vrais outils de design qui respectent les standards, qui vont pouvoir aider au design d'applications. En fait, personne n'utilisait la version 2005 ou 2008, donc ça peut pas déplaire à ceux qui l'utilisaient. Ça peut pas être pire, exactement. Autre chose à ajouter sur les produits d'architecture? Écoute, on pourra en parler longtemps. Oui, on pourra en parler une heure au complet. Parfait. Donc, OK. Gardons un aspect là au niveau là sur la discussion. Étienne, tu mentionnais tout à l'heure rapidement les produits de test. Oui. Donc il y a un nouveau, comme je disais, il y a un nouveau SKU, un nouveau emballage, un SKU, c'est une boîte, là, un produit qui s'appelle le Microsoft Test and Lab Manager MTLM. Donc ça c'est une application qui est complètement WPF. Donc Okay. Ça fait pas partie de la version Ultimate là. Ça fait partie d'Ultimate, ça vient avec. OK. Quand tu achètes Ultimate, tu as ça aussi. Parfait. Mais tu peux l'acheter à part. Okay. Comme un client tout seul aussi. C'est vendu comme un SKU, là. OK. Et puis, ça, c'est un client qui est complètement WPF, juste WPF. Et puis, ça te permet, donc, ça te donne, c'est un client pour manager tes tests. Vraiment, là. Donc, tu te fais des plans de tests, tu peux partir, par exemple, d'un requis. Le requis est testé par un plan de test, puis ce plan de test-là a des cas de test. Donc, tu peux avoir plusieurs cas de test dedans. Et puis, tu peux donc planifier tout comment tu vas faire tes tests, mais après, tu peux aussi exécuter tes tests. Donc, tu as des onglets là, qui est planification, tu as un onglet d'exécution. Puis ton onglet d'exécution, en fait, tu peux lui dire, bon, voici mon plan, exécute-le. Là, il va devenir miniature, puis il va tomber sur le côté de ton écran, puis en fait, c'est ce qu'il appelle le test runner. Puis, essentiellement, il va amener toutes les étapes manuelles que tu avais, qui est, par exemple, pars IE, va-t'en sur telle URL, fais tel test, regarde si c'est 12 qui est écrit dans telle boîte, tout ça. Mais toutes tes lignes de choses que tu avais à faire,
vont apparaître dans ce testeur-là. Tu vas être capable de faire des prises donc des snapshots d'écran, donc des prises de photos. J'essaie de trouver la version française, mais bon. Prise d'écran. Des prises d'écran. Screenshot. Des screenshots pour les bons Québécois. Ensuite, tu peux prendre du vidéo. Donc, le gars, pendant qu'il clique partout, tu peux tout capturer ce qu'il fait. OK, donc s'il y a des opérations manuelles, tu peux capturer tu tout peux la tout navigation, par enregistrer, exemple. puis lui, à chaque fois qu'il complète une étape, il dit « je l'ai complété, ça fonctionne ». Puis si ça marche pas, tu peux lui dire arrête, génère un bug dans TFS, attache-moi tout ce que tu viens de capturer. Puis là, le développeur, lui, est capable de rejouer puis regarder qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il rejoue la vidéo. Exact. Puis il peut voir, OK. c'est là qu'il a arrêté. OK. Tu peux capturer la métrique on va parler tantôt d'IntelliTrace, là, mais tu peux capturer des métriques d'IntelliTrace, puis attacher ça à ton bug aussi. Après que tu corriges ou après que le développeur dit qu'il a corrigé le bug, le testeur, lui, peut repartir son test et puis il peut automatiser, donc il peut rejouer les affaires qui avaient déjà été jouées jusqu'au point où ça avait arrêté. Puis là, il peut continuer son test à partir de là. Donc, tu peux automatiser des choses. Et puis ça c'est la portion, si tu veux, manuelle de test, automatisation. Mais toujours avec des applications web. Non, des applications Windows aussi. C'est bien que tu le mentionnes parce que ça c'est nouveau. Oui, tu peux capturer maintenant il y a une nouvelle affaire qui s'appelle le Coded UI Test. Donc c'est vraiment tu peux automatiser, tu peux capturer des clics sur une WinForm, sur WPF, tout ça. Je suis pas sûr que Silverlight est encore inclus là-dedans, là, mais tu peux capturer donc toutes ces choses-là. Et puis ce que ça fait après, c'est que ça génère du code avec tout ce que tu as cliqué. Et puis c'est assez intelligent parce que ça utilise la réflexion. Donc, c'est les noms des boîtes que tu as cliquées et non pas où est-ce qu'elle est dans l'écran. Parce que tu as des produits d'automatisation d'UI que c'est vraiment où est-ce qu'est la boîte dans l'écran. Si tu attaches 3 pixels, ça marche plus. Le test est tout pété. Puis là, il faut que tu refasses ton test, qui est complètement niaiseux. Donc, maintenant, avec ça, c'est vraiment basé sur la réflexion. Donc, c'est pas grave où est-ce qu'il est, ça va fonctionner. OK? Et puis, j'ai vu d'ailleurs, on est au PDC, hein? J'ai été voir mon bon copain Brian Randall qui a fait une session qui s'appelait Done. Comment on peut passer de faire du code avec pas de test, avec rien, à se rendre jusqu'à avoir automatisé toute la patente. Puis ça amène la deuxième portion de test qui est le Lab Manager. Donc, avec TFS 2010, donc il vient maintenant un manager de lab. Ça, c'est vraiment génial, cette patente-là, parce que c'est quelque chose, en fait, que ça fait quelques années que je travaillais dessus, moi, en dessous de la couverte. Je voulais automatiser une patente avec Virtual Server pour partir des machines virtuelles avec du code quand il y a des affaires qui arrivent, tout ça. Et puis Microsoft, ils ont dit, garde, on va le faire nous autres. Fait que là, j'ai mis ça un peu de côté, puis j'ai dit, Microsoft, je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. Fait que cette affaire-là, essentiellement, ils utilisent Hyper-V, ils utilisent VM Manager, Machine Manager. Et puis ça, ce que ça fait, c'est que tu peux te faire une librairie de VM. Donc, tu peux faire, par exemple, une librairie avec une image pour Vista, une image pour Windows 7, une image pour XP. OK, donc si tu voulais tester, par exemple, ton application sur différents OS. Exact. Tu te fais une image pour chaque OS. Ouais. Et puis, après ça, tu dis à ton test codifié, tu lui dis, pars-moi une VM de type XP, déploie mon application dessus, exécute le test, ramène-moi les détails, ensuite passe au prochain, fais-moi une machine Vista, déploie mon test, fais des tests, puis tu peux tout faire ça automatisé. Il calcule toutes les patentes, capture toutes les patentes, ramène ça dans ton test run, puis après ça, le lendemain, tu as vu que tout a fonctionné, tout était passé, tout est fait. Donc ça, c'est vraiment le bout en bout, là, c'est génial. Puis Brian a fait une super belle présentation là, où est-ce qu'il montrait vraiment de bout en bout comment le faire, là, fait que c'était vraiment intéressant. J'avais pas vu. J'avais entendu que ça se faisait tout ça, tu sais, mais quand t'entends, moi puis Guillaume, on est en plein de meetings produits, puis là ils nous disent plein de choses souvent. Voilà, puis des fois ça arrive pas, on attend, puis en fait, mais là j'ai vu Brian le faire là. sur le stage au PDC, puis ça a fonctionné de bout en bout, puis j'étais comme C'est de voir aussi un cas d'utilisation qui est très réel. Là. Puis je vois dans mon prochain projet où est-ce que je vais avoir besoin de faire ça, que je me dis c'est clair qu'il faut que je m'en aille vers ça puis que je vende ça à mon client parce que ça va vraiment ouvrir beaucoup de portes là. Et juste un petit commentaire, tu parlais des sessions du PDC, c'en est une là. Oui. Elles sont disponibles en format vidéo en streaming pour tout le monde, donc on pourra mettre le lien là sur la page. Pour tout le monde, pas juste les attendees?
Non, pour tout le Pour monde. tout le monde. Pour tout le monde. Ah, c'est encore mieux ça. Ouais, Donc ouais, oui, on mettra le lien parce que c'est une super, c'est vraiment une session, quand tu regardes ça, là, tu te dis, wow, vraiment, là, si je fais ça, là, ça va être génial, là, mon environnement de Ça test, veut va dire être éclairant. que la portion de test, testeur, là, dans 2010 a été bonifiée énormément, là. Tout à fait. Je pense qu'il y avait 3 piliers dans 2010 de choses qu'ils voulaient faire, là. Puis ça, le testing, c'était un des gros piliers, là. Puis ça paraît qu'ils ont investi là-dedans. Puis vraiment, c'est une attaque, je vais pas utiliser le mot attaque, là, mais c'est vraiment une réponse à Mercury, là. Tu sais, vraiment les outils de test de HP, là, c'est vraiment parce que, écoute, il était tout seul. Il n'y en avait pas d'autres. Ouais. Les autres, ça comptait pas, les autres, OK? Puis les outils de Mercury sont très, dispendieux. très, très chers. Donc ça va faire que tu vas avoir des super outils, puis ils vont pas dans la même direction que Mercury. Donc les choses qu'ils offrent sont compétitifs. Ils ont d'autres choses que Mercury offre pas qui va nous permettre vraiment d'avoir... Puis on a une vraie offre test maintenant, Exact. de bout en bout. Exact. Chose qui n'était pas le cas avant. OK. Exactement. Tu parlais d'IntelliTrace ou d'IntelliTrace tout à l'heure. Ouais, IntelliTrace. C'était une affaire qui s'appelait Proteus. Te souviens-tu de ça, Guillaume? Ouais, vite fait, ouais. Proteus. Le nom de code? C'était le nom de code, ça s'appelait OK. Proteus. Et puis, ils ont renommé ça dans Beta 2, en fait, à IntelliTrace. Essentiellement, IntelliTrace, c'est pour nos auditeurs, si vous savez c'est quoi un PVR ou un ENP, un enregistreur numérique personnel. C'est en fait, ça enregistre tout ce qui se passe dans ton code pendant qu'il s'exécute. Donc, quand tu pars ton application, ou peu importe, et puis IntelliTrace, il est enablé, OK, par défaut, il l'est. En fait, ce qu'il fait, il enregistre toutes les métriques, appels, là. toutes les métriques, les appels au registre, les appels sur le disque, les clics que tu fais, tout ça. Et puis, dans le milieu de ton application, par exemple, ça plante. Pendant que tu es en train de tester, ça plante. Mais là, tu te dis, ça plantait où? Qu'est-ce qui est arrivé? Là, tu peux aller dans Visual Studio en dessous de la couverte puis dire, arrête-moi l'IntelliTrace là. Puis là, tu peux faire comme TiVo. Là, TiVo, c'est un ENP. Là. Tu peux dire, va-t'en en arrière. Là, reviens dans ta session que tu viens juste de faire, là, puis va en arrière, recule dans le temps, puis c'est là qu'il a mis une valeur qu'il aurait pas dû mettre, puis ça a pété plus tard. Avec quel genre de métrique, par exemple? Ça ramasse, t'as le choix de faire des métriques simples ou des métriques très ardues. Donc, les métriques ardues, évidemment, il va aller chercher comme le performance, les performance tools, il va aller ramasser toutes sortes de métriques. Mais tu peux aussi lui dire, ramasse juste l'essentiel parce que je veux voir les événements pour pouvoir suivre, là. Ouais. Mais l'avantage de ça, c'est que tu peux allumer ça pendant ton build. Fait que là, pendant que ton build roule, tes tests roulent, ça va accumuler ça. Puis là, si ton test plante, ben là, ton développeur, il peut poigner la session, parce que c'est un fichier qui s'appelle point quelque chose, je sais pas l'extension, mais tu peux double-cliquer, puis il part ta session de debug dans Studio, live, puis tu peux retourner dans le code en arrière, puis tu peux voir qu'est-ce qui est arrivé, puis où ça a planté. Et si on compare à l'expérience qu'on a, par exemple, en 2008, si on a un build à toutes les nuits, ce qu'on a comme résultat, c'est quoi? C'est l'erreur. Un fichier de log en texte. Ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné. Voilà. Ouais. OK. Puis avec un numéro d'erreur, peut-être, ou quelque chose comme ça. Mais exact. là, on n'a Il y a rien un d'autre. gros log qui fait plusieurs mégas des fois. Oh, wow. Puis d'essayer de trouver c'est quoi Puis l'erreur, voilà, c'est là, pas c'est- très évident, OK? OK. Mais avec ça, tu vas être capable de double-cliquer, retourner dans le temps, aller voir. Puis tu peux aussi marquer dans par exemple, quand ça, où est-ce que ça l'a arrêté, tu peux donner ça à ton autre ami débogueur, que lui, il peut l'allumer, il peut partir le code lui aussi, aller figurer où est-ce que ça a planté, déboguer son code, tout ça. Puis comme je disais tout à l'heure, donc avec l'outil en test manuel qui enregistre tout, ben ça peut enregistrer justement du IntelliTrace aussi que un testeur a fait, qui n'a rien à voir avec les développeurs, et puis envoyer ça au développeur. Puis le développeur, lui, il l'exécute, puis il regarde ce qui se passe. Est-ce que c'est lourd, le processus? Donc, ce qu'on entend actuellement, on est en bêta 2. Ouais, OK? on est toujours en bêta C'est- 2, ouais. C'est que c'est supposément entre 5 et 10% de CPU de plus que ça prend. Là, j'ai pas fait des tests, là, je peux pas dire vraiment si c'est ça ou c'est pas ça. Je pense que Microsoft veut se rendre à peut-être un petit peu, peut-être autour de 5% de l'utilisation là, à la fin, là, quand ça va être RTM. Là. Mais l'idée, c'est que ça prenne pas trop de jus.
OK? Ouais. Que ça soit là, que ça ramasse du stock, mais que ça prenne pas nécessairement tout ton CPU de ta machine. Là, OK? Ce qui n'était pas le cas dans Beta 1, par exemple. Dans Beta 1, moi, je l'ai désablé complètement, cette affaire-là, parce que quand tu partais, ça prenait 90% de ton CPU. Là, donc, Ouais. t'avais plus, c'était pas utile. Mais là, ça, par exemple, si tu l'actives sur un build journalier, mais à toutes les nuits, ben il n'y a pas nécessairement d'impact là au niveau du développeur parce que c'est que du bénéfice. ouais, Exact, absolument. c'est évident. Exact. Wow, Donc, ça c'est c'est intéressant. ça c'est nouveau. Je vais te rajouter une parenthèse avec du static code analysis, on n'en a pas parlé, mais static code analysis, la seule chose qu'on a rajouté vraiment dans la version actuelle, c'est que tu peux faire des sous-listes, puis tu peux sauvegarder ta sous-liste comme un fichier à ta solution. Donc tu peux le donner à d'autres mondes, puis le reste du monde ont la même sous-liste que toi. Ce qui n'était pas possible avant. Donc ça c'est nouveau aussi. Juste rajouter cette fonction là parce que j'y pensais. Côté serveur, je veux juste revenir, il y a quelque chose qu'on a vraiment oublié de mettre dans notre liste, là, c'est Il y a Source beaucoup de Control. choses, hein. Source Control. Ouais. OK. Source Control, il y a deux affaires que j'aimerais mentionner là-dedans. Il y a plein de choses qui ont changé, là, mais deux affaires que j'aimerais mentionner. Un, c'est qu'une branche, c'est maintenant un citadin de premier ordre. C'est-à-dire qu'il y a un logo particulier, une branche. Quand OK. tu vas dans Source Control, tu le vois, là. Ça, c'est une branche. Puis tu as des visualisateurs de branches maintenant. Fait que tu es Ça, c'est capable très de voir toute une branche hiérarchique, où est-ce que tu es rendu. Tu es capable de prendre un change set puis lui dire où est-ce qu'il est dans ma stratégie de branche. Visuellement là. Visuellement, il va te dire, il est là, il est là, il est là, mais il est pas dans celle-là, puis il est pas dans celle-là. Fait que ça, c'est super génial parce que ça te permet de voir où est-ce que j'ai déployé mes affaires, est-ce que mes changements sont aux bonnes places, tout ça. La deuxième affaire, fait que ça c'est nouveau, faut en parler parce que c'est fort. La deuxième affaire qui est quelque chose qui est en dessous de la couverte que personne probablement a vu ou si on n'a pas eu le problème. Puis le problème, c'est celui-ci. Je prends une branche A, j'ai un fichier qui s'appelle coco.vb. Je sais que c'est du VB, là, mais bon, OK. On va rester à c'est ça. correct. Je sais. On va te pardonner. Merci. Donc, on a coco.vb. Là, on fait une branche B, qui est une branche de A. Donc, dans notre branche B, on a encore coco.vb, qui est maintenant le coco branché. OK? Il est branché, le coco. Maintenant, on s'en va dans la branche A, et puis on fait un changement. On peut merger ça dans la branche B, Ouais. pas de problème. Ça, c'est le scénario ordinaire, tout va bien. Maintenant, on s'en va dans la branche A, on delete coco.vb. Et puis, on rajoute coco.vb dans la branche A. Même fichier, OK, mais on le rajoute. Mais comme il a été délité, quand il est rajouté dans TFS, il y a maintenant, c'est plus coco.vb d'avant. C'est un autre coco.vb. Il y a un autre identifiant là. Exact. Puis là, si tu essaies de merger maintenant, il dit, hey, il y a un nouveau fichier, je connais pas lui dans B. Même si c'est le même nom, même s'il provient de la branche A, ça marche pas. OK, puis moi j'ai vécu ça récemment parce j'ai un gros stratégie de branche, puis là j'ai vécu ce problème-là. Puis je parlais justement avec Mario Rodriguez de ça. Et puis dans 2010, ça a été corrigé. Puis comment ils ont corrigé ça maintenant, c'est path base file name. C'est-à-dire que coco.vb à coco.vb, ça sera toujours a coco.vb. Ouais. Donc, si tu le délites puis tu le rajoutes, c'est encore a coco.vb. Donc, tu n'auras plus ce problème-là. OK, qui était un problème qui était malicieux parce que tu t'en rends pas nécessairement compte, mais Tu tombes pas dessus forcément. exactement. Puis Microsoft, eux autres, ils l'ont vu souvent parce que chez Microsoft, pour une raison quelconque, Mario me disait ça, il y a du monde qui s'en vont puis ils délitent toute la branche de Visual Studio, puis ils en rajoutent tout. Stop! OK? Fait que là, on parle de 1 million de fichiers, là. OK? Puis là, tout d'un coup, il dit, on veut faire un merge. Oups, là, il n'y a plus rien qui marche, là. OK? Donc, c'est des choses qui se sont rendues compte quand en plus, quand il y a beaucoup de fichiers, c'est encore pire, là. Donc, ça a été corrigé en 2010. Ça, c'est deux affaires qui me viennent à l'esprit par rapport à Source Control. Il y a peut-être d'autres affaires, là. Mais je voulais pas passer outre OK, les branches parfait. parce que je pense que c'est important qu'on en parle, là. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de toutes les nouveautés. Si on regardait maintenant, quel est votre coup de cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose dans tout ce qu'on a nommé qui est vraiment là pour vous là, wow, c'est le feature que j'attendais là, par exemple. Avec toi, Guillaume. Bah, moi j'en ai plein en fait. Non Moi- mais c'est moi vrai. aussi. Bah, en fait déjà ce dont on a parlé au début, tout ce qui est en fait architecture de TFS. Donc maintenant on parle d'enterprise architecture sur ce produit-là. Ça manquait. Ça manquait parce qu'on pouvait pas faire tous les scénarios d'intégration parce que tu vas chez des clients, c'est des gros clients, ils ont un système d'information particulier, tu peux pas faire tout ce que tu veux, il faut que tes bases elles soient là, etc. Donc là on est quand même beaucoup plus souple. Et en plus, on l'a pas dit, mais il y a des consoles de management, il y a un service pack, il y a il y a un service pack pour System Center Operation Manager. Donc là, c'est vraiment un produit d'entreprise et il y a vraiment des scénarios d'intégration qu'on n'avait pas avant. Et ça manquait.
quand tu fais du consulting, moi, tu vois, je vais chez des clients, j'installe du Team Foundation Server. C'est pas facile tout le temps parce que il y a des fois où tu galères parce qu'il n'y a pas la bonne option. Donc ça manquait. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, les branches. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec Étienne, c'est que la visualisation des branches, des change sets, etc., ça manquait. Parce qu'en fait, avant, dans TFS 2008, tu pouvais mettre en place une stratégie de branche, donc t'as un super guide pour ça, qui est le Branching Guidance, où tu vas faire des stratégies. Donc ça, c'est purement conceptuel. Mhm. Et Ça, j'en ai parlé au podcast quand on voilà. a... Et en fait, c'est c'est uniquement ceux qui vont faire les branches, qui vont faire les merges, qui vont bien respecter ça. Mais il y a rien qui va les aider dans cette opération. Si ce n'est qu'actuellement, il faut faire clic droit, properties, branche, et là, tu peux voir, effectivement. Mais c'est vraiment pas intuitif. Là, avec la visualisation, c'est quand même beaucoup plus simple. Et il y a moins de cas d'erreur avec ces outils-là. Et puis, c'est vraiment intuitif, c'est vraiment bien représenté. Comme on est en WPF, c'est pas rude, et au moins, tu peux voir vraiment ce qui se passe dans ton version control. Puis, ce qui est bien, là, c'est vraiment, tu peux faire copier, coller dans Ouais. Word. Voilà. Ça copie Wow. ça, c'est Donc ça c'est bien parce que quand tu fais du développement avec plusieurs équipes, c'est très important. Ouais. Puis après il y a Visual Studio, excuse-moi, il y a encore plein d'autres petites features, il y a les tests impactés quand tu vas modifier du code dans tes tests unitaires et que tu as des tests unitaires rattachés à ton code, automatiquement Visual Studio va te dire attention, tu as modifié ce code là, mais ça veut dire que il va falloir que tu ailles modifier ce test unitaire là et ce test unitaire là parce que ça ne marchera pas sinon. Donc ça c'est bien parce que les développeurs quand ils font des unit tests, quand ils font du TDD par exemple, dans le TDD t'as pas forcément le cas, mais quand tu fais pas du TDD et tout le monde n'en fait pas, c'est quand même bien d'avoir cet outil-là parce qu'au moins, tu vas pas compiler puis tester en disant ah mince j'ai oublié. Tu gagnes beaucoup de temps avec ça. Mais c'est surtout aussi c'est le test impact, c'est vrai, on en a pas parlé, c'est un nouveau feature, mais c'est aussi que quand tu changes du code, il va te dire c'est quoi c'est seulement, tu peux avoir par exemple une centaine de tests, mais quand tu changes 3 lignes de code, ça peut impacter 15 tests. Mais au lieu d'avoir à rerouler tes 100 tests, tu peux juste rerouler tes 15 tests. Donc ça, mais comme les tests qui sont impactés. C'est ça, mais c'est bidirectionnel. Donc ça peut dire, ça se peut que ça impacte ces tests-là. OK, ça se peut que j'aille besoin de les modifier, mais c'est aussi, voici les tests que j'ai besoin de rouler parce que c'est ça que c'est ces tests-là qui sont affectés par mon changement. Étienne, si on regardait tes coups de cœur? Moi, sans aucun doute, puis je l'ai dit à tout le monde, c'est les collections. Les collections, moi, ça fait 5 ans que j'attends, ça fait 5 ans que je parle avec l'équipe de produits. J'ai été sur des meetings secrets sur ça s'appelait ETM avant, Enterprise, comment que c'était donc, je me souviens plus qu'est-ce que ça voulait dire ETM, mais écoute, j'ai été avec Mario Rodriguez, on en a parlé pendant longtemps de ces affaires-là, puis ça, je lui ai envoyé une note du cœur, un email sur la liste des champs, comme quoi je trouvais que ça, il y a personne qui va voir ça, mais c'est quelque chose qui est hyper important. Puis écoute, je pourrais pas le dire mieux que Guillaume tantôt. Je pense qu'il y a tellement de scénarios qui vont être ouvert par le fait maintenant que c'est tout à fait simple de détacher une collection, l'amener ailleurs, la donner à notre client, tout ça. On est tous des consultants, toi y compris, d'être capable de faire ça, même qu'un client peut te dire, tiens, je me fais une copie de mon TFS, je te le donne, puis pars avec ça pour faire tes changements de code, toute notre librairie est là, toutes nos affaires sont là. Écoute, ça ouvre plein de portes. Moi, ça, c'est mon coup de cœur qu'on verra pas, là, parce qu'il est en dessous de la couverte, mais moi, ça, c'est quelque chose qui est, j'irais à dire que les branches, c'est aussi en deuxième lieu, puis je dirais tous les outils de test. Écoute, c'est écœurant, le Lab Manager, tout ça, là. C'est la version, puis écoute, Guillaume, je pense qu'il est complètement d'accord avec moi, c'est vraiment la version 2. La version TFS 2008, c'était comme la version 1.1, si tu veux. C'était très, très similaire. C'était la 1.0 et 2005, c'était la 0.9. On pourrait dire ça. Mais en fait, souvent, Microsoft, les produits qu'ils toujours lisent, c'est la troisième version, elle est extraordinaire. Sur SharePoint, c'était ça aussi. Première version, c'est comme, OK, voici ce qu'on pense, puis deuxième version, c'est on s'ajuste. On a arrangé toutes les affaires qu'on aurait dû faire dans la première version qu'on n'a pas réussi. Comme par exemple Team Build en 2008, c'était la feature qui manquait, là, qui ont vraiment fait une belle job. Mais le reste, c'était très similaire à 2005. Mais là, dans 2010, il y a tellement de nouvelles affaires. Mais ça fait aussi qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont maintenant en V1. Donc, tous les outils d'architecture, ça va être des V1. Tu sais, c'est nouveau, mais c'est pas mature. Tu sais. Donc, il y a certaines affaires qui arrivent qui sont nouvelles, mais qui seront pas matures dans cette version-là. Sauf que les affaires qui étaient vraiment, qui nécessitaient de la maturité, comme les collections, comme ça, ils les ont vraiment arrangées comme il faut, puis ça va être
écœurante de version. Donc, si je comprends bien, la version 2010, c'est comme un must. Si on a déjà la version 2008 ou 2005... Il y a aucune raison de pas aller à 2010, même maintenant. Écoute, il y a un GDR pour Visual Studio 2008. Un GDR, c'est un patch que tu rajoutes sur Visual Studio 2008 pour t'assurer que tu causeras pas de conflit avec 2010, mais ton 2008 se connecte sur 2010 sans problème. Ton 2005 va, pas actuellement, mais va se connecter sur 2008, sur 2010 sans problème quand ils vont RTMer, là, quand ils vont mettre en production. T'as encore tous les outils MISKI, là, le MSSCCI pour connecter VB6, connecter tout à TFS 2010. Donc, tout ça va être mis à jour. T'as les Power Tools sont là. Tout va être là. Puis il y a quelques semaines, Microsoft a annoncé l'acquisition de Team Price. Ça, oui, tu pouvais pas mieux finir cet entretien avec ça. La semaine dernière. Ouais. Ça, c'est tout à fait. Donc, en gros, c'est un client pour Eclipse. C'est Team Explorer. Ouais. C'est Team Explorer pour Eclipse. Donc, pour ceux qui font du Java, de se connecter à TFS. Donc, pour la moyenne et grande entreprise qui a des équipes Java, des équipes en .NET, ben c'est merveilleux parce qu'on a un seul outil d'ALM. Ouais. Un seul outil d'ALM, voilà. Messieurs, je vous remercie infiniment. Guillaume, c'est Merci toujours à un toi. plaisir de te revoir. Écoutez, vous avez été sages les deux ensemble. Normalement, vous êtes un peu plus beaucoup plus turbulent. Ouais, vous êtes assez turbulents ensemble. Mais on est très professionnel quand on fait un podcast. Mais quand tu vas fermer le micro dans 2 secondes, ça va être pas pareil. En fait, juste avant qu'on démarre l'enregistrement, là, la foire était pognée, comme on dit ici, là. Mais bon, alors. Encore une fois, merci messieurs. Mais ça nous fait plaisir. Merci à toi. Bye. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Les actualités avec Guy Barrette. Ben, écoute, durant le temps des fêtes, il y a vraiment pas grand-chose. Hein. Donc, du côté d'outils de développement ou quoi que ce soit, là, rien de très, très, très nouveau. Par contre, hier, il y avait le keynote de Steve Ballmer au Consumer Electronics Show, le CES. Ben oui, parce que le cadeau du temps des fêtes pour les techies comme nous, c'est que la semaine qui suit justement le jour de l'an, c'est toujours le fameux, à tous les ans, le Computer Electronics Show qui a lieu à Las Vegas. Ça fait quoi, 20 ans, j'imagine? Ah, absolument, ouais, ça fait longtemps. C'est là que les gizmos, en tout cas, tous les nouveaux produits techie qui visent le grand public sont annoncés. Et cette année, c'est Steve Ballmer qui faisait le keynote d'ouverture. En fait, Microsoft fait tout le temps un espèce de keynote la veille du début de cette conférence-là. Donc, pendant longtemps, ça a été Bill Gates. Là, cette année, c'est Steve Ballmer. Puis Steve a parlé du PC en général. Puis le thème qu'on peut retrouver, c'est que le PC et la TV, ça se marie très 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 bien ensemble. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est l'annonce d'un nouveau type de PC qui est le type Slate, on peut pas dire tablette. Mais c'est drôle parce que depuis un mois, la machine à rumeurs est partie parce que là, on sait que un joueur non négligeable dans le monde des produits pour le consumérisme, si je pourrais utiliser ce terme-là, c'est la compagnie Apple. Et là, il y a une rumeur qui court qu'Apple vont lancer un tablette, l'équivalent de ce qu'on appelait nous souvent un tablette PC, mais qui serait, ou on pourrait plus dire comme un iPhone mais en format plus grand. Ouais, un gros iPhone. Un gros iPhone. Et ce qui est intéressant, c'est que Microsoft ont un peu damé le pion à tous ces joueurs-là en annonçant, eux, le Slate, qui est finalement un peu l'équivalent du iPhone en format... Ouais, quelque chose qui est pas aussi gros qu'un portatif. Peut-être un portatif de 8 pouces ou quelque chose comme ça, là, mais sans clavier, juste avec la fonction touch.
finalement. Et puis évidemment du côté de Microsoft, ben ce qu'ils font, c'est qu'ils livrent Windows 7 sur ces petits ordinateurs. C'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas un nouveau système d'exploitation, c'est juste que Windows 7 est capable de faire toutes les fonctions multitouch qu'on connaît sur l'iPhone et qu'on connaît aussi dans les produits comme le Kindle, les fameux livres électroniques. Donc là, le Slate, ça se veut comme un peu un mix du livre électronique, d'un ordinateur sans clavier, d'un tablette PC, mais qu'on manipule pas avec un stylo, mais plutôt avec nos doigts. Puis, donc, un nouveau type de produit qui semble intéressant. En tout cas, moi, je suis sûr que ça éveille ma curiosité. Mais je pense que pour lire des bouquins, ça prend vraiment un écran avec ce qu'ils appellent le Ink, là, genre le Kindle ou celui de Sony, quelque chose qui est pas un écran LED. Parce que au niveau des, écoute, si tu lis un bouquin de 500 pages là, avec un écran LED, là, tu t'arraches les yeux à un moment donné. Là. C'est ça. Donc, faut comprendre que ça se veut, en tout cas, ça se veut pas un remplaçant au Kindle ou à ce type de produit-là. Mais donc, c'était une grosse annonce, ce nouveau type d'ordinateur-là, le Slate. Tu l'as dit, le mariage du PC et de la télévision. Microsoft a annoncé une technologie qu'ils vont pouvoir offrir aux compagnies de télévision pour facilement publier leur contenu sur le web. Puis dans leur contenu sur demande, comme par exemple les films, là, quand vous louez un film, là, quelques dollars. Donc, il va y avoir toute l'infrastructure déjà incluse dans Windows. Puis moi, une autre chose qui m'intrigue, c'est qu'ils ont annoncé ce qu'ils appellent le Natural User Interface. C'est un nouvel acronyme, NUI ou NUI. Je sais pas comment on va dire ça en anglais, NUI ou NUI. NUI. En tout cas, le Natural User Interface, qui est essentiellement l'interface utilisateur où est-ce qu'on utilise juste nos bras, juste nos doigts pour bouger. Donc, un peu comme quand on est sur une Wii, mais pas besoin d'avoir de manette dans nos mains. Juste en bougeant, l'ordinateur détecte. Puis dans ce cas-là, c'est pas un ordinateur qui va être leur premier client, mais c'est le Xbox. Donc, Microsoft nous annonce que pour l'an prochain, pour les fêtes... En fait, pour les fêtes 2010, ce qu'on appelle le projet Natal va être disponible. En fait, c'est une interface avec une vidéocaméra là qui va détecter nos gestes là. Donc pas de manette, rien de ça pour pouvoir jouer. Éventuellement, ça va être poussé du côté PC, peut-être du côté des téléviseurs aussi là, mais pour l'instant là, en fait cette année en 2010, ça va être disponible durant le temps des fêtes pour la Xbox. Ça veut peut-être dire, Guy, qu'un jour, parce que le jour où est-ce que la télévision et le PC seront encore plus jumelés ou en tout cas ne seront plus qu'un seul produit, on n'aura plus besoin d'une télécommande parce qu'on pourra utiliser juste nos doigts et virtuellement à partir de l'écran qui nous montrera comme les postes choisir, mais plus besoin de chercher la fameuse télécommande et plus besoin d'avoir de chercher des nouvelles batteries parce qu'on sait que les batteries sont toujours faibles dans les télécommandes. Guy, ça nous amène à parler un peu de ce qui s'en vient à la communauté.net de Montréal en janvier. Oui, donc les meetings de janvier, mercredi le 13, donc c'est un mercredi. On a un meeting SQL où on va avoir un conférencier du nom de Steve Simon ses conférences vont être en anglais. Le premier sujet c'est Getting to Grips with Data Anomalies with SSIS 2008 Data Profiling Task. Oh, tout un nom. Et son deuxième sujet est assez intriguant, c'est Beautiful Events Always Recur, a Practical Study of Recursion Within the Financial World. Puis ça, en tout cas, ça me semble prometteur comme type de présentation, surtout pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est l'extraction, la transformation des données, les ETL. C'est des sujets très, très, très appropriés. Là. Absolument. Ensuite, lundi, le 18 janvier, on a notre premier meeting officiel Alt.net où on va avoir Vincent Grondin et qui va nous faire un coding dojo sur Link. Donc, Vincent, en réalité, ne fera pas de présentation. Qu'un coding dojo, c'est littéralement les gens présents vont tous coder un petit peu des bouts de code pour apprendre à maîtriser Link. C'est du hands-on, là. Donc, ça va être vraiment, là, on apprend comment utiliser Link en général, là, quand on parle pas juste de Link to SQL, c'est Link to Object, tout ça, là. Donc, manipulation avec Link. Puis, pour nous, c'est une première parce qu'on a fait une émission il y a à peu près 4 mois, donc début septembre, fin septembre, sur des Coding Dojo.
avec Emmanuel Gaillot, puis ils nous expliquaient leur aventure, comment eux avaient fait ça à Paris. Puis là, nous, à Montréal, on se lance aussi dans l'aventure, puis on a hâte de voir les résultats, puis on a hâte de pouvoir, nous aussi, commencer en groupe à pratiquer, à faire du code et voir ce qu'on va en retirer. Oui, absolument. Et ensuite, mardi, le 26 janvier, un meeting d'architecture. Il y a quelqu'un que je connais bien qui va faire la présentation. C'est une présentation d'un sujet et l'architecture pilotée par les tests. Je pense que c'est toi, hein? Ben oui, mon sujet privilégié depuis 2 ans maintenant, le Test Driven Architecture. Donc mais Mario, là, ça fait quelques années que tu fais une présentation à peu près par année. Qu'est-ce qui va... fais ton vendeur, là. Qu'est-ce qui va être intéressant pour quelqu'un qui a peut-être déjà assisté à une de tes présentations sur le sujet? Ben, je dirais la grosse différence, c'est 2 choses. La première différence, c'est que maintenant, après, au début, j'étais vraiment en mode exploratoire. Donc, souvent, quand j'expliquais l'idée derrière le Test Driven Architecture, mon message pouvait être confus. Donc, les gens, des fois, ils disaient, ben Mario, ça a l'air intéressant ce que tu nous expliques, mais je suis pas sûr comment on peut appliquer ça réellement sur le terrain. Donc, le premier message que je vais montrer, c'est simple, arriver avec un message simple sur qu'est-ce que c'est le Test Driven Architecture. Tellement simple que je suis capable même de le documenter en 10 pages. Et la deuxième chose que je vais expliquer, c'est comment on l'applique sur le terrain avec des vrais exemples. Donc, tu vas montrer du code? Ben oui. Écoute, j'ai monté des workshops toute l'année passée, je les ai donnés à plusieurs reprises, donc j'ai tout du code qui explique comment on fait le Test Driven Architecture. Puis l'idée, c'est ça, c'est de rendre de façon beaucoup plus concrète c'est quoi cette technique, ce style d'architecture-là qui est finalement, on peut résumer ça simplement en disant comment ajouter des interfaces testables à vos architectures en couche. Donc, c'est les bonnes vieilles architectures en couche, donc technique éprouvée. On partitionne, couche de présentation, couche de métier, couche d'accès aux données. Mais comment on s'assure d'avoir une interface testable pour chacune de ces couches-là? C'est là qu'est le défi, puis c'est là que moi, j'arrive avec des propositions intéressantes. Donc, mardi, le 26 janvier. Donc, ça couvre les meetings qu'on a en janvier à la communauté.net. Nous, Guy, on va revoir nos auditeurs, ou nos auditeurs vont pouvoir nous réentendre à la fin du mois. Le 27 janvier, on enregistre une émission avec Yann Larrivée. Et c'est une émission spéciale parce qu'on va parler d'un sujet qu'on n'a jamais abordé, puis qu'on aborde très peu quand on pense au monde.net. On va parler de PHP. Donc, mais là, .net puis PHP, c'est pas la même chose, là? Non, mais on va expliquer pourquoi ces mondes-là se rapprochent et surtout pour l'intérêt de Microsoft pour tout ce qui est le langage PHP, la plateforme PHP, ça fait partie vraiment du futur du monde Microsoft, en surtout quand on pense à Azure, puis c'est ce qu'on va aborder avec... Oui, puis l'intérêt aussi du monde PHP à Windows. Ben oui, forcément. Donc, c'est ce qu'on va traiter avec Yann. Ça devrait être une émission intéressante. En tout cas, j'ai bien hâte qu'on fasse cette rencontre et qu'on en apprenne un peu plus sur le merveilleux monde du PHP. Donc, c'est à la fin du mois de janvier. Oui, le 27. Ben, ça termine, Guy, cette autre émission. Donc, moi, je vais souhaiter une bonne programmation de nos auditeurs. À la prochaine. À la prochaine, au revoir.